Bon, ben, rebonjour. Et en tout cas, merci au bureau d'une part d'être présent et puis à toi d'être venu et d'attendre. Et bien, pour vous présenter Régis Boula, qui est maître de conférence à l'université de Haute-Alsace, si je ne me trompe pas, spécialiste de la modernisation de la France des années 30, 40, 50, 60, et aussi des sports d'hiver, parce on est en plein dedans de toute façon, aux Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques d'hiver à Milan, si je ne me trompe pas. Et voilà, et aussi chercheur associé au Centre Lucien Febvre, si je ne me trompe pas. Je l'étais, mais je crois que je ne suis plus, parce que j'ai pas renouvelé mon... Ah bon. Sur le site, c'était noté effectivement que vous l'étiez, donc c'est juste le site n'est pas. Bon, en tout cas, bonne conférence à toutes et tous. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation, je suis très touché d'être là. Et d'autant plus qu'il y a 19 ans, j'étais dans cette même salle, sous ce même tableau, pour ma soutenance de thèse, enfin à quelques semaines près. Et ça me fait toujours bizarre de revenir ici. Alors les locaux sont améliorés, voilà, mais bon, il y a toujours un petit côté nostalgique, puisqu'effectivement j'ai fait mes études à Besançon il y a bien longtemps, vous me disiez peut-être sans doute même pas né, et voilà. Merci d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Effectivement, une de mes périodes de prédilection, ma période de prédilection, c'est celle qui s'étend des années 30 au milieu des années 70, avec en particulier ce focus sur l'après-guerre, dans le monde de la Deuxième Guerre mondiale, au milieu des années 70, ce qu'il est convenu d'appeler les 30 Glorieuses, sujet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, effectivement, pour ma thèse, j'avais fait une biographie intellectuelle. Alors, ma thèse, j'avais faite avec Jean-Claude Demas, que vous avez sans doute pas eu, puisqu'il est en retraite depuis quelques années, qui était prof d'histoire économique ici. Et pour plein de raisons, à la fois personnelles, mais également par rapport au champ qui, au début des années 2000, était travaillé par les collègues en histoire économique, cette question de la modernisation, de la productivité, du plan Marshall m'intéressait, et un bon moyen de la renouveler, c'était de s'intéresser à un inconnu célèbre, un type dont beaucoup parlaient, mais sur lequel personne n'avait jamais rien écrit, à part 2 articles d'Olivier Dard, qui justement m'avait transmis un peu le virus, à savoir Jean Fourastier, qui, comme vous le savez, est à l'origine de cette terminologie des 30 Glorieuses, dans un essai qui parle en 1979, Les 30 Glorieuses ou la Révolution invisible. Alors 1979, on marquerait sans doute que ce n'est pas n'importe quelle date, puisqu'on est à un moment où les Français sont passés de l'inconscience de la croissance à la peur de sa fin. 79, c'est le 2e choc pétrolier lié à ce qui se passe en Iran, et c'est à ce moment-là que Jean Fourastier choisit de donner à comprendre les mutations économiques et sociales qui sont intervenues en France depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un nouvel essai économique grand public. Alors, je vais vous expliquer qu'en fait c'est un des inventeurs du genre, et ça s'appelle Les 30 Glorieuses ou la Révolution invisible. On est 30 ans après le grand espoir du XXe siècle, qui est son premier grand essai économique à la fin des années 40, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Et on va tout de suite lire ensemble, mais peut-être le connaissez-vous, cet extrait de l'introduction des 30 Glorieuses. Vous avez lu ça ou pas? Non. Il n'y a pas de cours sur les... En fait, le cours sur le XXe siècle, c'est que la guerre froide. Mais non. C'est Paul Vietchi et Marie Vincent qui font ce cours. Et en fait, on n'a pas de... Je crois qu'il y a une partie de ce cours qui est sur les 30 Glorieuses, où on évoque Fourastier. Et encore, je crois que c'est pas... Ok. Bon. Alors, du coup, ça tombe bien que j'ai fait mon petit PowerPoint. Donc ça, c'est un large extrait de l'introduction des 30 Glorieuses. Le village de Madère, alors c'est moi qui lis, c'est la fille. Le village de Madère, je pourrais dire la paroisse de Madère, car tous ses habitants sont chrétiens baptisés, la majorité pratique Sardimanche, à 534 habitants. Les 4/5e sont nés à Madère ou dans des paroisses voisines, distantes de moins de 20 km, soit moins de 4 heures de marche.
297 sont recensés dans la population active, 208 sont agriculteurs, 27 sont artisans, je passe les détails, 11 commerçants, 19 employés, 12 ouvriers non agricoles et 2 cadres techniciens, dont le curé est docteur en médecine. Les 208 agriculteurs sont groupés en 92 exploitations agricoles, dont la superficie moyenne en culture est de l'ordre de 5 hectares. Ils ne disposent que de tracteurs, l'engrais chimique est très peu utilisé. On fume la terre avec le fumier des grands animaux. La production par tête est à peine supérieure aux chiffres du 19e siècle, pour le blé 12 quintaux à l'hectare. L'alimentation forme les 3 quarts de la consommation totale, elle est cependant pour sa moitié composée de pain et de pommes de terre. Une seule fois par semaine, en moyenne, on achète et on consomme de la viande de boucherie, le beurre est inconnu. Le reste de la consommation personnelle est vestimentaire pour plus de sa moitié. Les dépenses de loisirs sont très faibles. Ni les jeunes ni les adolescents ne reçoivent d'argent de poche. En dehors du service militaire et de la guerre, la grande majorité des habitants de Madère n'a fait de voyage que son voyage de noces et quelques pèlerinages. Paragraphe d'après, présentation d'un autre village, l'Èche de Cessac. Cessac appartient à un pays hautement développé, où le niveau de vie est de 4 à 5 fois plus élevé qu'à Madère. À Cessac, les agriculteurs ne sont 53 sur 215 actifs. Le groupe dominant est celui du tertiaire, 102 personnes. Il y a 25 artisans et 35 ouvriers non agricoles. Les 53 agriculteurs sont répartis en 39 exploitations d'une superficie moyenne de 14 hectares. Les rendements à l'hectare vont du triple au quadruple de ceux de Madère. La productivité du travail agricole est à Cessac de l'ordre de 12 fois plus forte qu'à Madère. Cela tient à la technique agronomique, à l'utilisation de l'énergie mécanique, de puissantes machines et d'engrais, ainsi qu'à la bonne sélection des plantes et des semences. Sur 245 foyers de Cessac, plus de 230 ont confort moderne, allant de la cuisine parfaitement équipée, au WC intérieur et à la salle de bain. On compte 110 téléphones pour 670 habitants contre 5 à Madère, 280 automobiles contre 5 à Madère, 250 postes de radio et 200 de télé contre 5 et 2 à Madère. À Cessac, 15 à 20% de la population va à la messe. L'église ne remplit plus que le jour de fête pour la sépulture des notables. Sur 670 habitants, 210 seulement sont nés à Cessac et 328 hors du département. Et, phrase suivante, en réalité, Madère et Cessac ne forment qu'un seul et même village, c'est le village de Douel, village d'enfance, village de la famille de Fourastier, que Fourastier a saisi à 2 recensements d'écart, le recensement de 46 et le recensement de 76. Donc tous les chiffres qu'il a donnés sont absolument véridiques, si vous voulez. Et c'est là où il a c'est la phrase d'après, je cite, « Ne doit-on pas dire glorieuse les 30 années qui séparent Douel et la France, Madère et Cessac, de la pauvreté millénaire, de la vie végétative traditionnelle au niveau de vie et au genre de vie contemporain. » Et voilà la formule lancée, les 30 glorieuses. Alors, quelle autre glorieuse ça rappelle dans l'histoire de la France du 19e ? Les 3 glorieuses, cette révolution libérale de juillet 1830, très très chère au cœur de tous les libéraux du 19e et du 20e, Fourastier compris, et là, l'influence est très réelle, il a repris cette révolution des 3 glorieuses qui l'a transformée en 30 glorieuses. Alors, ceci étant dit, il faut apporter quelques précisions. La première d'ordre chronologique, puisque quand on y regarde bien, les 30 glorieuses, les indicateurs statistiques, sont plutôt une bonne vingtaine d'années plutôt que 30, puisqu'en effet, le processus démarre vraiment pas au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut attendre tout ce processus de reconstruction, modernisation, qui va durer jusqu'à la fin des années 40, pour qu'à partir du début des années 50, vous ayez une dynamique qui s'enclenche à partir de là. Et n'oubliez pas l'année 47 est terrible. N'oubliez pas aussi que, alors il ne faut plus en parler maintenant parce qu'il est voué aux gémonies, mais le fameux appel de l'abbé Pierre à propos des mal logés, c'est 54. Donc cette France des années 50 connaît encore de nombreuses difficultés dans bien des domaines. Deuxième précision, c'est que Fourastier dans cette affaire est un peu jugé parti. C'est ce que je vais vous expliquer ensuite. Puisque, certes, il est essayiste grand public et dans tous les nombreux essais, dont les 30 Glorieuses, il donne à comprendre aux Français ce qui s'est passé dans notre pays pendant cette période, mais il est en même temps parti parce qu'il y a contribué de plusieurs manières, vous allez le voir, à la fois en étant aux côtés de Jean Monnet au commissariat du plan, en étant également un expert sur ces questions de productivité, siégeant dans tout un tas d'institutions créées par la 4e République,
pour gérer le programme franco-américain d'accroissement de la productivité. Et puis très très tôt aussi, puisque vous allez voir, Fourastier est également enseignant, il s'est attaché via des étudiants de master, voire de maîtrise, de DEA ou de thèse à l'époque, à faire travailler ses étudiants sur ses propres réalisations et les réalisations de ce petit groupe de modernisateurs du plan au cœur, à l'origine de tout un tas de choses, on va dire, novatrices et modernisatrices. Donc, ce qui fait qu'assez tôt, dès les années 60, en fait, il se met un peu en valeur pour la postérité. Alors, ceci étant dit, moi, dans ma thèse, j'avais essayé de faire quelque chose à la fois, ça paraît simple et c'est très compliqué, c'est d'essayer, à partir des archives de Fourastier qui étaient disponibles à ce moment-là, à partir des archives du plan Marshall aux États-Unis, à partir de tout un tas d'autres sources publiques ou privées, d'essayer de restituer la manière dont les Français avaient, un peu grâce à Fourastier, fait un apprentissage collectif de la croissance, en gros, du début des années 50 au milieu des années 70, période que Fourastier a désignée a posteriori les 30 Glorieuses. Et donc, ce que je vous propose de voir ensemble, j'ai combien de temps, du coup, on s'arrête à quelle heure Il est 17h49, dans 2 heures. Dans 45 minutes. Ouais, ok. On dit 6h30. C'est bon. Ouais. Ce que je voudrais voir avec vous, du coup, c'est revenir un peu sur cet inconnu célèbre. Puisque je suis sûr que vous, comme vos petits camarades, seriez sans doute un peu secs si je vous demandais de me parler de Jean Fourastier. On verra dans un deuxième temps quel rôle il a joué dans tout ce programme franco-américain de modernisation centré autour de la productivité. On fera un petit détour par les revers de la médaille, puisque certes, les 30 Glorieuses, c'est d'un côté la croissance, la productivité, les transformations économiques, sociales, la société de consommation, mais la médaille a également à refaire, puisque certains groupes sociaux sont les lésés de la croissance, et puis il y a déjà sur certains territoires, et je vous parlerai brièvement de ce qui se passe à Mulhouse, des mutations industrielles très importantes qui déterritorialisent un peu les entreprises et qui préparent la grande faucheuse qui va arriver à partir du milieu des années 70. Et puis on reviendra finalement, pour dire 2 mots, sur ce culte nostalgique et consolateur qui est délibérément entretenu aujourd'hui à propos d'une France heureuse, alors que notre pays joue aujourd'hui très clairement en 2e division, et encore, on n'est pas loin de la rétrogradation, peut-être qu'est-ce qu'il y a après la 2e division? Il y a en football. Ouais. En national, peut-être même la rétrogradation en national. On verra. Donc voilà le programme, et si vous en êtes d'accord, on va commencer tout de suite par une présentation très brève de Jean Fourastier. Alors, qui est Jean Fourastier? Il est né en 1907 dans une famille catholique aux racines paysannes. Il fait l'école centrale, il est ingénieur centralien, mais c'est un centralien un peu bizarre qui est peu intéressé par le monde de l'entreprise. Alors on est là au début des années 30, faut dire, on est dans un contexte de la crise économique, etc. Et du coup, il choisit de poursuivre ses études par un doctorat de droit à mention sciences économiques à l'école des sciences politiques. Et le sujet de sa thèse, c'est les assurances, le contrôle des assurances. Alors c'est une thèse qui va assez rapidement le faire remarquer, puisqu'il développe un certain nombre de positions assez novatrices sur la manière dont l'État doit contrôler les compagnies d'assurance, sur la manière dont il faudrait que l'État impose un plan comptable normé aux entreprises d'assurance, voire même à toutes les autres entreprises, mais d'abord aux compagnies d'assurance. Et à la suite de cette thèse, qui est soutenue en 34, je crois, en 36, il va passer un concours, le concours de commissaire contrôleur des assurances. C'est-à-dire que pour le compte de l'État, il va aussi à des grandes compagnies d'assurance faire des vérifications comptables pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou de malversation. Non, pardon, 34, je me mêle dans les dates. Donc progressivement, au milieu des années 30, vous savez, les années 30, c'est les années de la montée en puissance de cette notion d'expertise, la technocratie. Vous avez peut-être vu les travaux d'Olivier Dard autour de ces questions de technocratie, d'expertise. Bon, c'est un jeune expert en vue sur ces questions d'assurance, ce qui lui vaut, avec son collègue Maxime Malinsky,
autre commissaire contrôleur des assurances, de co-rédiger le premier plan comptable à exister en France, à savoir celui qui va s'appliquer aux sociétés d'assurance à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a dans la période, vous savez, entre guillemets, la dictature d'Aladier, puis après l'arrivée aux affaires de Paul Reynaud. Donc c'est ce moment où justement les experts peuplent les cabinets ministériels autour de Daladier, de Reynaud et de quelques autres, et ils sont à l'origine de beaucoup de décrets-lois, la Sauvy aussi, beaucoup de décrets-lois, et c'est dans ce contexte-là que le plan comptable d'assurance arrive à sortir. Parallèlement, sa réputation d'expert lui vaut, en 1941, de mettre un premier pas dans la porte du monde dans l'enseignement supérieur, puisque en 1941, à la demande de Malinsky lui-même, qui en tant que juif est touché par le statut des juifs, ne peut plus enseigner au CNAM, où il était prof depuis quelques années déjà, c'est Fourastier qui, au CNAM, donc Conservatoire national des arts et métiers, va assurer ce cours des assurances du point de vue économique. Et quand on regarde ce qu'il raconte à ses étudiants, on fait abstraction du contexte, mais il leur dit en gros que la science économique française, tout le monde de l'économie politique est sclérosé, qu'il s'intéresse au cours de la monnaie, au trésor, à ce genre de choses, mais qu'il ne s'intéresse pas aux vrais problèmes, les vrais problèmes étant l'industrie, le chiffre, et une économie qui se voudrait... une science économique, qui se voudrait plutôt faite pour ce qu'il appelle les hommes d'action, c'est-à-dire les entrepreneurs, les ingénieurs, plutôt que les agrégés de faculté. C'est pendant cette période, un peu également avec la matière de ses cours, qu'il publie son premier petit essai économique en public, Un petit que sais-je. C'est sans doute un des tout premiers de la collection. La collection que sais-je, elle est créée par Paul Engoulevent juste à ce moment-là, et le premier que sais-je de Fourastier sur la comptabilité qui perd en 1943 est un des tout premiers de cette grande collection que vous connaissez bien. Entre parenthèses, il en vendra quand même 160 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien, jusqu'en 1998. Donc pendant la guerre, il agrandit encore, il développe encore cette réputation d'expert, et il publie un deuxième petit que sais-je en 1944, qui s'appelle L'économie française dans le monde, dans lequel, on est juste à la fin de la guerre, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il reprend à son compte un certain nombre de travaux qui sont menés par d'autres, notamment un statisticien qui s'appelle André Vincent, sur la manière de mesurer le progrès technique. Chose auxquelles les économistes ne s'intéressaient pas beaucoup jusque-là. Et la réponse qu'ils apportent, les deux, Vincent et Fourastier, c'est que la mesure du progrès technique, c'est la productivité. Et d'autre part, dans ce petit que sais-je, il dit qu'il faut absolument que la France, une fois la guerre finie, on est en 1944, voilà, on sait qu'on va s'acheminer un jour quand même au bout du tunnel, donc il faut, nous dit-il, que la France s'affranchisse de cette philosophie des coteaux modérés qui l'a caractérisée pendant l'entre-deux-guerres, et elle doit s'engager résolument dans la voie de la modernisation, de la croissance, parce que, nous dit-il, ce qui fera à l'avenir la puissance d'une nation, c'est pas ses bateaux, son armée, que sais-je encore, mais c'est sa puissance industrielle, sa puissance économique. Donc il y a cette idée que croissance économique égale puissance d'un pays. Et en fait, ce petit que sais-je le fait remarquer par Jean Monnet, qui à ce moment-là, fin 45, début 46, on est au début du commissariat du plan, qui lui demande de venir travailler avec lui, de rejoindre ce qu'ils appellent à l'époque le club des optimistes. Il y a Delouvrier, il y a Sauvy, il y a quelques autres. Et une fois au plan, Monnet lui dit il faut que vous réfléchissiez, vous allez faire partie de la sous-commission de la main-d'œuvre du travail, vous allez partir aux États-Unis, et puis vous allez réfléchir avec d'autres experts dans cette commission de modernisation. La commission de modernisation du plan, je vous rappelle, elles sont tripartites. Il y a à la fois des représentants patronaux, syndicaux ouvriers et des représentants de l'État. Donc vous allez réfléchir aux objectifs qu'il faudrait qu'on atteigne à l'issue du premier plan et ce qu'il faut en amont mobiliser pour pouvoir y arriver. Alors je souligne au passage que dès 1946, Fourastier va aux États-Unis. Et comme beaucoup d'Européens qui vont aux États-Unis juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un choc. Ils viennent d'une Europe qui a connu 5 ans de guerre et puis une dizaine d'années de crise économique dans les années 30. Et ils arrivent dans un pays où, pour reprendre la formule d'un économiste,
on a réussi, je cite, à ajouter les canons au beurre. C'est-à-dire qu'on a su mobiliser l'industrie pour faire la guerre, tout en évitant des rationnements et en continuant à produire pour les biens de consommation pour les familles américaines. C'est un choc. Hein. Ils n'ont pas vu du beurre, de confiture, de lait depuis des années. Ils découvrent que les ouvriers vont dans leurs usines en voiture et pas en vélo. Que la maison typique d'un ouvrier américain ou en classe moyenne comporte de l'électroménager, une télévision, etc., etc. Donc c'est un choc pour Fourastier comme beaucoup d'autres. Et ça incite Fourastier à réfléchir au pourquoi. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'industrie française, l'industrie britannique et l'industrie américaine? Et une des réponses qu'il apporte, mais ça ne fait que le conforter en quelque chose qu'il avait intégré déjà auparavant, c'est que la différence, c'est la productivité. Hein. Et de fait, toutes les statistiques montrent qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un rapport de 1 à 3 entre la productivité britannique ou française et la productivité américaine. C'est-à-dire qu'il faut 3 fois plus de temps pour faire un tracteur ou pour faire une automobile chez nous qu'il n'en faut aux États-Unis. Bon, ce qui interroge quand même beaucoup de choses. Donc de retour en France, il fait plusieurs missions. Il va faire partie de ceux qui vont assez tôt militer pour que, dans ce contexte des aides américaines à la France, dont le plan Marshall n'est finalement qu'une partie, tout ça a été étudié par l'historien Gérard Bossua, vous avez peut-être déjà vu les ouvrages, il y a en gros toute une série d'aides au pluriel américaines à la France, depuis le cash and carry et les pré-bail avant la guerre, jusqu'au plan Marshall et au plan d'assistance technique après la Deuxième Guerre mondiale. Donc assez tôt, il va essayer, avec d'autres, dont notamment un diplomate qui s'appelle Rostislav Don, D-O-2-N, qui était ici le jour de ma soutenance de thèse, il était déjà très très âgé, un monsieur au parcours assez incroyable. Il était né en 1916 dans la Russie tsariste. Son père était officier de marine. Ils ont fui sur un bateau via la mer Noire pour arriver en France. Arrivé en France, sa famille, vous savez, fait partie de ces Russes blancs qui ont dû occuper un peu tous les postes pour pouvoir survivre à Paris. Tout ça a été écrit admirablement par Maurice Kessel dans Nuit de Prince. Et lui, il fait l'école des sciences politiques. Il a un don pour les langues, puisqu'il en parlait 8 ou 9, je ne sais plus très bien. Et pendant la guerre, il fait également partie d'un réseau de résistance, le réseau OCM, l'organisation civile et militaire, qui est un réseau de cadres. Ce qui fait que toutes les études statistiques qu'il faisait sur l'industrie française, en théorie pour Jean Bichelon et le ministère de la Production industrielle, partaient en même temps, dans leur version à jour, à Londres, et atterrissaient sur le bureau de Jean Monnet. C'est des monographies. Et du coup, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Monnet envoie Don à Washington en lui disant « Maintenant, mon petit gars, tu vas me faire la même chose sur l'économie américaine. » Et en mettant en parallèle les monographies françaises et les monographies américaines, on va essayer de comprendre pourquoi, dans certains secteurs, chez nous, il y a des écarts de productivité de l'ordre de 1 à 3. Je ferme ma parenthèse. Et du coup, vous voyez, une espèce de faisceau concordant d'initiatives qui s'inscrivent à partir de 1947 dans un cadre plus large qui va être celui du plan Marshall, qui vont rendre possible un certain nombre d'actions autour de cette action à la fois pratique mais également une réflexion autour de cette question de la productivité. Et c'est ça dont je veux parler quand j'évoque l'élaboration d'un programme franco-américain de modernisation centré autour de cette notion de productivité, avec en son cœur ce que les contemporains à l'époque, c'est la formule de Robert Buron, c'est un ministre MRP de la 4e, qu'on connaît aussi parce qu'il a joué un rôle important dans les accords d'Évian en 1962, a surnommé le bataillon sacré de la productivité. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Vous faites bien d'histoire grecque, j'imagine. Qu'est-ce que c'est le bataillon sacré? Oui, le bataillon sacré de Thèbes. Ouais. Alors, il servait à quoi? C'était quoi? C'était des amants qui se battaient, qui étaient bien soudés. Ouais. En gros, c'était une espèce de corps d'élite, super entraîné, super solidaire, qui était, lors des grandes batailles, répartis sur la première ligne, sur le front, afin à la fois d'être à la pointe du combat, mais également de galvaniser les troupes.
Et donc, cette notion de bataillon sacré de la productivité, formulée de Robert Buron, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une trentaine d'hommes, souvent des ingénieurs, mais parfois ils sont à la fois ingénieurs et juristes. Il y a un effet de génération puisqu'ils sont tous nés juste avant la Première Guerre mondiale, un peu comme Fourastier. Ils ont tous été confrontés à la crise des années 30, à la défaite humiliante du printemps 1940, et ils sont tous fermés. Alors, pendant la guerre, ils ont parfois oscillé entre Vichy, vous savez, la frange modernisatrice de Vichy. Vichy, c'est un peu une auberge espagnole, vous avez plein de profils différents, des nostalgiques de l'ancien régime avant 1789, des battus du suffrage universel de l'entre-deux-guerres, des technocrates modernisateurs qui se disent tiens, on va profiter de l'occasion pour mettre nos idées en application. La question est que c'est pas le moment de rénover une maison quand elle est en train de brûler, mais voilà, c'est un autre problème. Et du coup, certains ont pu passer par Vichy, pas après 43, le STO est souvent une ligne rouge qu'ils n'ont pas franchie, quand d'autres ont été clairement engagés dans la résistance. Et c'est ce petit groupe d'hommes-là, très influencés également par le modèle américain, entre guillemets, qui entreprennent, chacun à leur niveau, chacun à leur poste, d'essayer de créer en France une dynamique autour de cette notion de productivité et de croissance, qui, pense-t-il, sera désormais la variable mobilisatrice pour tout le pays et l'espèce de condition sine qua non de la puissance. Parallèlement à cela, Fourastier va, je vais revenir sur les actions concrètes. Parallèlement à cela, Fourastier est quelqu'un qui progressivement va développer une triple légitimité dans le paysage socio-économique, culturel des années 50-60. D'abord, une légitimité d'expert. Je vous ai dit qu'il rejoignait Jean Monnet au plan. C'est également lui qui est introducteur qui a introduit les théories de Colin Clark en France. Vous savez, cette fameuse division tripartite des activités, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. En fait, c'est quelque chose qui a été élaboré par un économiste anglo-saxon qui s'appelle Colin Clark, dont Fourastier est un des découvreurs en France, et il va en faire un peu son miel en retenant cette terminologie qu'il va à partir de là populariser dans ses essais économiques grand public, même s'il en change un peu le contenu. Parce que chez Colin Clark, les activités, elles sont classées une fois pour toutes en la catégorie primaire, l'agriculture, secondaire, l'industrie, tertiaire, les services, alors que chez Fourastier, quand vous le lisez vraiment, vous vous rendez compte qu'il ventile les activités en fonction de l'intensité de leur progrès technique. Ce qui fait que primaire, c'est les activités à progrès technique faible, secondaire, c'est les activités à progrès technique important, voire très important, et tertiaire, c'est les activités à progrès technique variable. Et du coup, pour Fourastier, une activité, selon le lieu et le moment où elle est saisie, peut tout à fait dans une catégorie ou dans une autre. Mais heureusement, je ne sais pas, c'est pas ce que le grand public, c'est pas ce qu'on en a retenu, puisque souvent quand on dit primaire, c'est l'agriculture, secondaire, c'est l'industrie, et tertiaire, c'est les services. Donc, introducteur de Colin Clark, introducteur des notions de productivité, de niveau de vie et de genre de vie en France. Il est expert au plan, il est expert à l'Organisation européenne de coopération économique, OECE, vous savez, ce truc qui se crée en 1948 en Europe de l'Ouest pour que les pays d'Europe de l'Ouest négocient collectivement, notamment avec les Américains, des montants globaux de l'aide Marshall plutôt qu'y aller en bilatéral, négocier le bout de gras. Il va être également expert côté tout un tas de commissions, de comités, l'Agence européenne de productivité, le Bureau international du travail, bref, c'est un expert. Mais à côté de cela, Fourastier est également un vulgarisateur de talent, puisqu'il met cette notoriété d'expert au service d'un genre littéraire nouveau, dont il est un des deux inventeurs avec Alfred Sauvy, qui est l'essai économique grand public. Aujourd'hui, quand vous allez dans les librairies, il y a toujours une table avec des essais économiques grand public, des journalistes économiques ou des universitaires qui essaient de faire un peu de vulgarisation. Souvent, il y a des choses pas terribles. Il y a quelques pépites parfois, mais il y a souvent des choses pas terribles. Fourastier, c'est vraiment celui qui est l'introducteur de ce genre littéraire-là. Il en vendra plus d'1 million d'exemplaires avec plusieurs titres qui sont des grands succès de librairie.
hein, dès le milieu des années 40. Alors, vous vous rappelez les deux petits que sais-je que j'évoquais tout à l'heure, hein, la comptabilité et l'économie française du monde, mais il en publie un certain nombre d'autres. Il publie notamment en 1949 un bouquin qui lui vaut un succès européen qui s'appelle « Le grand espoir du XXe siècle », sous-titre « Progrès technique, progrès économique, progrès social ». Et sous sa plume, la productivité devient une espèce de phénomène central grâce auquel il explique tout. Hein. La hausse de vie, les changements de genre de vie, enfin la hausse des niveaux de vie, les changements de genre de vie, l'accroissement de la richesse globale française, etc., etc. Et en 1950, il publie un autre essai qui s'appelle « Les arts ménagers », dans lequel il vante l'ensemble des techniques qui, dans le cadre domestique, permettent d'accroître la productivité du travail domestique. Donc tous ces appareils ménagers qui permettent à Bobonne de gagner du temps parce que désormais il y a une machine à laver, il y a un fer à repasser, il y a un frigo, etc. Et il en écrit un dernier, dont je veux vous parler, il en écrit ensuite d'autres, qui s'appelle un troisième petit que sais-je sur la productivité qui part en 52. Et dans ce petit que sais-je, il donne une définition qui à partir de là va être celle auquel beaucoup d'intellectuels, de chefs d'entreprise ou toutes les élites françaises vont se reporter, qui est la suivante. La productivité est la variable, je cite, la productivité est la variable motrice sur laquelle l'homme peut agir et par laquelle il pourra transformer l'ensemble des conditions économiques de son pays. L'esprit de productivité est donc avant tout une mentalité qui consiste à substituer l'esprit de recherche à l'esprit d'imitation, l'esprit critique constructif à l'esprit critique passif, l'expérience concrète au raisonnement rationnel, l'objectivité scientifique à l'autorité des anciens, qui se nomme Marx ou Keynes. Pourquoi c'est génial? C'est un coup de génie de dire la productivité est une mentalité. La productivité pour un ouvrier de chez Renault, depuis qu'on a introduit le taylorisme et le fordisme en France, hein, c'est-à-dire depuis la Première Guerre mondiale, il l'assimile à quoi, la productivité? Un gain de temps. C'est seulement quelle partie de l'équation qui est retenue? Quel facteur qui est retenu, souvent? Une pièce produite par heure. Ouais, donc c'est-à-dire le rendement du facteur travail. Hein, les indices synthétiques de productivité, en nature ou en valeur, vous prenez en compte plusieurs facteurs, le travail, le capital, etc., etc. Or, depuis que la société française a fait l'apprentissage, la découverte de ces méthodes d'organisation scientifique du travail venues des États-Unis, qui ont été adaptées aux pratiques françaises de rationalisation pendant les années 20 et les années 30, notamment grâce à des ingénieurs conseils qui ont développé le chronométrage, ont introduit par exemple le fameux point Baudot, grâce auquel, entre guillemets, les ouvriers devaient, pour avoir le même salaire, travailler davantage. On était passé par des formules mathématiques entre-temps pour un peu noyer le poisson. Souvent, la productivité est une notion qui mobilise contre elle. C'est pas une notion propice à susciter l'enthousiasme. Or, en disant que la productivité c'est davantage une mentalité que simplement le rendement du facteur travail, vous voyez que Fourastier change un peu la donne, noie un peu le poisson, je suis bien d'accord, mais autorise désormais une espèce de popularisation de la notion avec une connotation positive auprès du plus grand nombre, puisque si on le suit, ça n'est pas seulement que le rendement du facteur travail, mais c'est globalement une espèce d'indice d'efficience globale d'une économie, d'un pays, d'une entreprise, d'un secteur, etc. Et donc ces essais économiques grand public, vous les retrouvez dans toutes les bibliothèques des cadres et des ménages de cadres français qui sont en nombre croissant, là, qui sont mis en scène par Georges Perec dans Les choses en 65. Vous savez ça aussi bien que moi. Et alors, troisième légitimité, pour Fourastier, il est également enseignant, prof. Vous l'avez ici en milieu de la photo. À côté de lui à gauche, c'est Raymond Aron.
Et à droite, c'est Bleustein Blanchet, le fondateur de Publicis, le père d'Elisabeth Badinter. Bon. Et il est donc professeur dans tout un tas d'institutions que vous connaissez bien, le CNAM, l'ENA, l'IEP, enfin l'École de sciences politiques devenue l'IEP, l'École pratique des hautes études, j'en passe et quelques autres. On forme qui, quoi dans ces institutions? Les ingénieurs, l'administration. Absolument toutes les, on va dire, pour faire court, toutes les élites économiques et politiques de cette France en train de se moderniser des années 50 aux années 70. Alors qu'est-ce qu'il leur raconte dans ses cours au CNAM, à l'ENA, qui est resté quand même des années? Eh bien, il leur fait tout un cours, en quelque sorte, tiré de son expérience d'expert et de ses expériences autour de ces questions de modernisation et de croissance. Et quand on regarde les comptes rendus des cours, quand on regarde même les courriers que parfois les étudiants lui envoient, tous, en tout cas ceux, peut-être qu'il a éliminé ceux qui ne lui plaisaient pas, en tout cas ceux qui restent dans les archives, montrent que les étudiants lui sont très reconnaissants de leur proposer une espèce de grille de lecture alternative aux grands cours d'économie politique faits par les agrégés des facultés de droit autour des questions de monnaie, léninien, de grands équilibres, alors que lui parle de productivité, de croissance, d'entreprise, et leur donne à comprendre tout ce qui s'est fait en France là-dessus depuis les années 30 jusqu'aux années 70. Bref, on a donc un personnage qui est plutôt central, hein, vous voyez, il vend plus d'1 million de bouquins jusqu'à sa mort, il forme, ou il intervient dans les cursus de toutes ces élites françaises, économiques et politiques en formation, qui ne sortent ni de l'ENA ni de Sciences Po sans avoir eu une année, un cours sur la productivité, la croissance, les États-Unis, etc., etc. Donc il a un rôle important, et comme je le disais tout à l'heure, il est loin d'être seul, puisqu'il est entouré de ce fameux bataillon sacré de la productivité, dont il est un peu le gourou, c'est pas une secte, hein, mais le maître à penser. Deuxième temps, concrètement, ça va donner naissance à quoi, toutes ces initiatives-là? Eh bien, ça va donner naissance à un programme franco-américain de modernisation reposant sur la productivité, donc j'avais essayé de développer dans ma thèse. Le contexte des aides américaines, je ne reviens pas dessus, sinon peut-être pour dire que du côté américain, ce que vous appelez le plan Marshall, c'est plusieurs structures. D'abord, le nom global du programme, c'est l'ERP, European Recovery Program, et ça c'est le nom du programme, et la structure qui est mise en place pour administrer ça du côté américain, c'est l'Economic Cooperation Administration, l'ECA. L'ECA a des bureaux à Washington, a une Special Mission to France, qui est en fait l'espèce de quartier général en Europe basé à Paris, puis ensuite vous avez des missions nationales, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, et dans chacun de ces pays, l'Economic Cooperation Administration, avec les élites locales, va essayer de susciter un certain nombre de programmes de modernisation en même temps que contribuer au début de la coopération économique européenne, encore une fois, regardez Bossuet. Dans le cas de la France, tout ça prend une proportion un peu plus importante, enfin France-Italie, un peu plus importante pour les autres pays que pour les autres pays, en raison du poids important de la CGT et du poids des communistes. L'idée pour la France et l'Italie, c'est à terme, du point de vue américain, ça serait d'essayer de contrevenir aux stratégies de la CGT, du Parti communiste, et d'essayer de montrer aux Français que l'avenir n'est pas à Moscou, mais qu'il serait plus à New York. Ça intervient aussi dans un contexte marqué par une dénonciation très vigoureuse du malthusianisme économique des patrons français. À la fin des années 40, quand vous regardez les revues d'économie politique américaines, ou même du côté des historiens, David Landes, par exemple, le grand historien de la faculté technique, etc., a écrit un article en 1949 sur justement la question du malthusianisme supposé du
du patronat français. Donc les Américains ont une vision très très noire de ces petits patrons familiaux qui payent pas assez leurs ouvriers, qui fraudent le fisc, qui n'ont pas suffisamment investi, puis qui quelque part seraient un peu responsables de la défaite de 40. Parce qu'après tout, y a ça qui passe pas. Et beaucoup d'Américains ont été traumatisés, le mot est fort, mais très désagréablement surpris par l'effondrement de la France au printemps 40. Du coup, ils cherchent à comprendre. Et le malthusianisme supposé des patrons français pourrait être une réponse. Voilà pour le contexte. Maintenant, qu'est-ce que la 4ème République crée comme structure? Je suis désolé, j'ai mal à un œil. Je pensais bien mettre des lunettes de soleil comme Macron à Davos, mais j'avais peur que ça soit un peu... voilà. Ça prête à sourire. Donc la 4ème République, de son côté, qu'est-ce qu'elle met en place? Eh bien, elle va institutionnaliser cette politique de productivité autour, d'une part, du Conseil national de la productivité, qui naît en 51, qui est l'espèce d'assemblée où vous avez à la fois des représentants du patronat, des syndicats non communistes et de l'État, pour penser un peu les programmes. Et puis le bras armé, c'est la FAP, l'Association française pour l'accroissement de la productivité, c'est une association de loi 1901, qui est un paravent destiné à recevoir à la fois les subventions du plan Marshall, mais également la contre-valeur française donnée par la 4ème République aux aides Marshall. Les aides Marshall, vous savez comment ça fonctionne concrètement? Oui, non? Peut-être pour la DL2 et DL1. Ouais, comment ça fonctionne? Le financement des projets de modernisation sous la 4ème. Pour faire court, les Américains ils peuvent nous donner des dollars, mais ils peuvent nous donner également des centaines de tracteurs, des dizaines de tonnes de coton, des dizaines de tonnes de je sais pas quoi d'autre. Et le contrat avec la 4ème République, c'est que la 4ème République donne la contre-valeur en francs de ses équipements, attribue la contre-valeur en francs de ses équipements à des programmes de modernisation économique et sociale. Et donc la FAP, vous voyez, elle reçoit des subventions directes, mais également la contre-valeur des aides Marshall données par les gouvernements de la 4ème République. Et tout ça va leur permettre de financer tout un tas de projets, par exemple des missions de productivité. Alors des missions de productivité, elles voient le jour à partir de 48. C'est des missions d'une quinzaine de personnes, un tiers représentant ouvrier non CGT, un tiers représentant patronat, un tiers représentant des cadres, qui en commun, ils voyagent concrètement dans la même classe, sur le bateau, dans l'avion, vont aux États-Unis visiter des entreprises comparables aux leurs, pour essayer de comprendre les différences et voir s'il n'y aurait pas des méthodes qui seraient susceptibles d'être adaptées, je dis bien adaptées, pas adoptées, adaptation, en France à leur retour. Et donc c'est des missions de productivité, il y en a plusieurs centaines, il y a des françaises, et puis il y en a même plusieurs milliers, parce qu'il y en a de beaucoup de pays en Europe. Et je vous ai mis ici une photo d'une des premières grandes missions industrielles, c'est la mission de construction électrique. Il y a des représentants d'Alstom de Belfort, des représentants de la SACM de Mulhouse, qui en 48 va aux États-Unis visiter des entreprises de la construction électrique américaine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à leur retour, tous les missionnaires doivent en commun rédiger un rapport de mission qui va être publié et diffusé très largement auprès des instances professionnelles concernées. Et ces rapports ont pour but de populariser un petit peu ce qu'ils y ont vu. Voilà. Ça entretient cette mystique de la productivité. Souvent, il y a des descriptions un peu utopiques d'un monde industriel, idéal, sans tension, qu'on leur a donné à voir aux États-Unis. Mais il y a parfois, malgré tout, des choses qui, sur le point de vue technique, sur le point de vue du management, ou sur d'autres niveaux, vont être du coup pris en compte par les entreprises ou les organisations professionnelles françaises. Qu'est-ce qui voit le jour également? On crée des programmes pilotes à partir de 52-53, dans la confection masculine, la chaussure, bref, tous ces secteurs qui n'avaient pas été jugés prioritaires au moment du premier plan, qui étaient plutôt axés sur le charbon, l'énergie, l'industrie lourde, c'est bien normal, mais du coup, il y a un retard à ce niveau-là. Et puis les Américains insistent beaucoup également pour que ces projets de productivité
débouchent et des conséquences salariales, sociales importantes, et on comprend évidemment tout l'intérêt. Donc, le cœur du programme franco-américain de modernisation, c'est ça. Hein. Et les 30 Glorieuses, ça repose en partie, pas seulement, ça repose en partie sur ça. Vous voyez au passage, d'ailleurs, que la 4ème République, si souvent décriée par les gaullistes de retour au pouvoir en 58, a quand même été contribuée à mettre le pays sur les rails de la croissance. Hein, quand on lit les mémoires du général de Gaulle, on a l'impression qu'en 58, dès qu'il revient au pouvoir, ça y est, tout refleurit, tout se modernise, et il ne cesse d'inaugurer tout un tas de choses. Sauf que souvent, ce qui est inauguré à la fin des années 50, c'est des projets qui ont été impulsés en amont par la 4ème République. Hein, Rungis, c'est la 4ème. Les grands aéroports parisiens, c'est la 4ème. Un certain nombre de grands programmes de logement collectif, c'est la 4ème. Hein. Alors évidemment, je ne sais plus qui disait la 5e passe son temps à inaugurer des projets impulsés par la 4ème, c'était un ministre, je ne sais plus lequel. Mais du coup, la 4ème, il ne faut pas la juger uniquement sur ces problèmes politiques et la décolonisation, mais il y a aussi ça à prendre en compte. Cette médaille a son revers. Hein. Cette période de croissance, et vous savez que plus on s'avance dans les années 60, plus la croissance va s'accélérer, hein, jusqu'au moins au milieu des années 60. Mais cette médaille a également son revers. Alors, certains ont été étudiés par l'équipe Bonneuil, Topsus, Céline Pessy et quelques autres, il y a quelques années, dans un bouquin qui s'appelait Une autre histoire des 30 Glorieuses, où, à juste titre, ils opposaient à ce que je viens de dire les dégâts matériels du progrès, hein, la hausse de la pollution, de l'eau, de l'air, etc. Et je vous renvoie à ça si vous souhaitez approfondir cette question-là. Mais la médaille a un autre revers, à savoir, dans certains territoires, bien qu'on reste dans une période de croissance à l'échelle du pays, des mutations industrielles qui, à mes yeux, préparent la grande désindustrialisation qui va démarrer au milieu des années 70 et dont on n'est pas sorti aujourd'hui et dont on sortira sans doute jamais, malgré tous les discours incantatoires. Hein. Et l'exemple du territoire mulhousien est intéressant parce que il permet de voir que dès le début des années 50, un secteur comme le textile, le coton, est un secteur en crise, en raison de la décolonisation, en raison de l'avènement d'une société de consommation que certains patrons n'arrivent pas à comprendre, également en raison de problèmes capitalistiques au niveau des entreprises, de sorte que dès le milieu des années 60, il y a déjà plusieurs centaines d'établissements textiles cotonniers qui, dans le Haut-Rhin, ont disparu. Alors, dans les courbes de l'emploi global, pour un département comme le Rhin, ça ne se voit pas, puisque d'autres secteurs vont prendre le relais. La construction mécanique automobile, par exemple, avec l'arrivée de Peugeot à partir de 59-60 à Mulhouse. Il y a également le développement du travail frontalier, hein, d'abord à partir de 58, puis après à nouveau à partir de 68. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'actifs industriels dans le Haut-Rhin, on est bien d'accord, sauf que ces actifs industriels, ils travaillent plus du tout dans les entreprises traditionnelles qui jusque-là faisaient la force du territoire industriel orinois, à savoir le textile, coton, tout petit peu de laine surtout, et puis la construction mécanique traditionnelle, construction de machines textiles, moteurs, dans une entreprise comme la SACM. Et ce qui se passe dans le Haut-Rhin se passe dans d'autres départements du nord de la France ou des Vosges, qui sont des territoires de vieille industrie, hein, des territoires liés à la première industrialisation, si vous voulez, le textile, la construction mécanique lourde, et puis les machines à vapeur. Hein. Donc ça aussi, c'est un revers de la médaille. J'avais écrit l'allemand de l'histoire, une petite double page dans un numéro de l'histoire il y a déjà 3 ans, où j'essayais de présenter ça. C'était en 2022, je pourrais vous y reporter. Donc, du reste, Fourastier n'est pas un espèce d'admirateur béat du progrès de la croissance, puisque quand vous lisez bien les 30 Glorieuses et un certain nombre des essais économiques qu'il a publiés avant,
on se rend compte que depuis le milieu des années 60, il est inquiet. Et c'est tout le troisième chapitre des Trente Glorieuses. Il est inquiet de plusieurs choses. D'abord, il est inquiet de voir que de plus en plus les Français ont un appétit de consommation. Et il dit la chose suivante: l'appétit de consommation d'un peuple pauvre et courageux s'est peu à peu mué en un esprit de contestation et de revendication d'un peuple devenu riche et sans ressort moral. Bon. Il était de droite, catholique, il écrivait dans le Figaro, et on peut ne pas partager toutes ces prises de position sur l'évolution morale des Français. Ceci étant, l'appétit de consommation, il est bel et bien là, et ça devient désormais quelque chose qui structure profondément la société française. De la même manière, il s'inquiète beaucoup, dès le milieu des années 60, de la hausse du prix des matières premières, et depuis 68, il écrit souvent qu'il redoute, je cite, la fin des temps faciles. Et la fin des temps faciles, c'est l'objet d'un article, avec ce titre-là, qui paraît dans le Figaro le 20 décembre 73, au moment du premier choc pétrolier. Alors, vous avez mis ici la photo, mais peu importe le contenu. Toujours est-il que dans cet article, enfin si je vous le résume, il dit en gros je m'attendais depuis quelques années à ce que cette forte période de croissance prenne fin. Je ne me doutais pas que la fin arriverait du fait que, je cite, les Arabes refusent de nous vendre un peu de leur pétrole qu'ils ont pourtant en abondance. Et de là va naître le premier choc pétrolier qui va ensuite déséquilibrer un peu les choses. Mais ce premier choc pétrolier vient s'ajouter à un certain nombre de témoins qui clignotaient rouge, vous le savez, depuis le début des années 70. Vous regardez les indices de prix gros, vous regardez les niveaux d'investissement, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, mais le détonateur, le tournant, c'est le premier choc pétrolier. Comme dira Giscard en arrivant au pouvoir en 1974, pas de peau, c'était la première année de mon septennat, et c'est sur lui, pauvre gars, que tout est tombé. Le monde s'est écroulé. Aujourd'hui, ces 30 Glorieuses, je finirai par ça, si vous me laissez encore 5 minutes, font l'objet, je trouve, d'un culte nostalgique et consolateur, celui d'une France heureuse, alors que notre pays joue désormais en deuxième division. France heureuse, pourquoi ? J'étais naufragé SNCF il n'y a pas longtemps dans une gare à Belfort, et pour me passer le temps, je suis allé au kiosque, je suis né en 76, je vous avoue tout, je suis à la fin de cette année, et je vois ce truc, numéro spécial du Paris 76, la France heureuse. Évidemment, je l'achète. Ça m'a rappelé que j'étais né en décembre 76, et dans le mois où Chirac a créé le RPR, mais passons. Mais surtout, il y a, en introduction de ce numéro spécial, un éditorial du rédacteur qui dit la chose suivante. Donc c'est dans le truc de droite. Ne le répétez à personne, mais il fut un temps où la France était heureuse. Non qu'elle échappait aux malheurs du monde ou aux inquiétudes sur son avenir, mais il était poli d'être gai, quelles que soient les circonstances. Les Français inventaient, lisaient, s'amusaient, dépensaient, chantaient, sans qu'ils soient suspects ou irresponsables de se comporter de la sorte. C'était il y a 50 ans, un hier qui ressemble déjà à une page d'histoire. Alors pourquoi cette idéalisation d'une période qui est aujourd'hui révolue ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent aussi cet engouement qu'il y a eu en 2024 pour, vous savez, les années Pompidou. Vous avez peut-être vu, il y a un dictionnaire Pompidou qui est paru, il y a eu tout un tas de commémorations, de manifestations centrées autour de Pompidou, qui non seulement avait été président de la République, mais qui avait été également Premier ministre du général de Gaulle. Donc la période Pompidou s'étendait à cheval sur les années 60 et le début des années 70. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses, du point de vue économique, qui sont intéressantes. D'abord, cette période a été celle où la France était souveraine du point de vue industriel. La France avait les moyens de ses ambitions. Du reste, ne parle-t-on pas d'ailleurs du pompidolisme industriel ? Vous savez, cette doctrine qui postulait qu'il fallait mener une politique industrielle volontariste grâce à des grands groupes nationaux qui seraient des champions français en Europe et qui donc permettrait à la France
d'occuper des positions importantes, par exemple dans la construction électrique, hein, avec la Compagnie Générale d'Électricité d'Ambroise-Roux, ou avec Saint-Gobain qui s'allie avec Pont-à-Mousson sous la férule de Roger Martin. Bref, c'est cette idée que la puissance d'un pays, son rayonnement, mais également son équilibre social, dépend de la force de son économie et de son industrie. Première chose. Il y a également l'idée que la prospérité d'un pays est liée à sa croissance et que le plein emploi est lié à sa croissance. Du reste, Fourassier disait très très bien dans les années 60, on vit dans une période à 5% de croissance, mais un jour on reviendra au taux qu'on avait connu fin 19e, début 20e, qui sont plus autour de l'ordre de 1,5 à 2 maximum. Bon, aujourd'hui on fait moins, mais voilà. Donc il me semble que les 30 Glorieuses, c'est une espèce de moment, une période d'une trentaine d'années, où la France a connu un taux de croissance de son PIB de l'ordre de 5 points, là où avant on dépassait guère 1, et où maintenant on dépasse guère 1 non plus. La deuxième chose, c'est que assez rapidement, cette formule des 30 Glorieuses a été reprise. Vous la retrouvez dans beaucoup de manuels scolaires du collège ou du lycée dès les années 80, dans les années 90, avant d'avoir été un peu challengée, remise en question par, plus récemment, dans les années 2000, par certains historiens. Alors, je parlais de l'équipe Bonneuil, Cézine, Topsu, etc., qui opposent à ces 30 Glorieuses les 30 Ravageuses. Il y a également d'autres historiens qui ont essayé de découper chronologiquement les choses un peu plus finement, en montrant que Fourastier n'avait peut-être pas tout à fait raison. Mais ce qui est intéressant, et alors Pascal Aubry le relève bien dans l'article qu'il consacre à ce chrononyme, dans le bouquin dirigé par Khalifa. Il y a un bouquin sur les chrononymes. Vous avez peut-être vu passer, alors il y a La Belle Époque, l'époque victorienne, il y a les 30 Glorieuses. Donc, et c'est Pascal Aubry qui a fait l'article, il me cite abondamment, et c'est très gentil, mais il a raison de dire que toutes ces critiques révisionnistes, tout en critiquant très fortement Fourastier, lui donnent implicitement raison, puisque elles respectent les règles du jeu posées par le Fourastier de la croissance, à savoir que l'histoire se lit avec des lunettes économiques avant toute chose. Et à ce niveau-là, pour revenir à conclure là-dessus, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'économie française est en voie de déclassement irrémédiable. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, on passe sous l'Italie. Puis bientôt, on sera au niveau de la Grèce. Et à part l'aéronautique et un peu de luxe, il nous restera bientôt plus grand-chose de vraiment made in France. Et ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que tous les grands pays riches en Europe aujourd'hui sont des pays qui continuent à être des grands pays industriels. Alors, la désindustrialisation, c'est autre chose, c'est une autre histoire, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, mais il me semble qu'on a là quelque chose qui peut aussi donner, a posteriori, raison à tous ces infatigables défenseurs de l'industrie, du progrès économique, de la croissance, à partir des années 1950. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis prêt à répondre à quelques questions. Moi j'en ai juste deux. La première, c'est par rapport plus globalement à Fourastier. Est-ce que vous disiez qu'il était beaucoup plus sous la 4ème République, il a officié au plan sous la 4ème République. Donc Monet a été. Et sous la 5e aussi. Sous la 5ème aussi. Mais justement, alors il y a une période de transitoire avec De Gaulle. Est-ce qu'il est à ce moment-là, puisque Monet est embauché par De Gaulle à un moment donné de plan, mais du coup, quels sont. Vous parliez du fait qu'il était de droite, catholique, etc. Quelles étaient ses relations avec le gaullisme de manière générale si on... Je pense qu'on a. Alors, il y a une précision à donner, c'est que à partir des années 60, la carrière de Fourastier va prendre un tour plus académique. C'est-à-dire, il va progressivement
délaisser ses activités entre guillemets d'experts, au plan, à l'OCE, au Comité national de la productivité ou ailleurs, pour progressivement devenir ce qu'il disait lui-même un professeur pur, c'est-à-dire se consacrer à ses cours au CNAM. Il succède à François Divizia à la chaire d'économie et de statistique industrielle du CNAM en 1959. Et à partir des années 60, son activité, c'est surtout d'être enseignant dans toutes les institutions que j'ai évoquées. Ce qui fait qu'il a moins maille à partir avec les réseaux gaullistes revenus au pouvoir à partir de 58. Ceci dit, il est en phase avec eux sur de nombreux points. Le pompidolisme industriel, c'est quelque chose dans quoi il se reconnaît, constituer ses grands champions nationaux, faire des économies d'échelle, faire des gains de productivité, il se reconnaît à fond là-dedans. Par contre, donc il y a plutôt une espèce de symbiose, à la fois morale, politique, du point de vue des idées économiques. Par contre, avec Mitterrand, c'est pas du tout la même chose, au point que lorsqu'en 81 il est fait grand chancelier, non pas grand chancelier, grand officier, enfin je sais plus quelle dignité, la Légion d'honneur, il y avait une peur bleue que ce soit Mitterrand, parce que à un certain niveau de décoration, c'est le président qui voulait ramener. Je crois qu'il était commandeur, je sais pas quoi, donc c'était forcément Mitterrand qui allait le décorer. Il n'a jamais voulu que Mitterrand le décore, et c'est pour ça qu'il est allé demander à Alfred Sauvy, son copain, qui était déjà dans l'ordre à l'échelon qu'il avait, donc il pouvait le décorer. De le décorer plutôt tout le temps. Donc ils sont nombreux à critiquer très vertement le programme commun dans les années 70. Il faut lire ces articles du Figaro dans les années 70 où c'est une critique vitriole de tout un tas de points délirants. Certains qui sont un peu délirants quand même. Notamment les nationalisations, etc. La baisse du temps de travail, le salaire constant. Donc voilà. Et du coup, ma deuxième question, alors en lien avec votre commun, parce que vous avez écrit vous avez participé à un ouvrage sur Jean Chevènement, qui en plus figure de la région. Et justement, c'est bien qu'on soit sur cette diapo des années 70, parce que c'est au moment de la montée en puissance plus ou moins de Chevènement à gauche. Et Chevènement est un peu la symbiose entre très Troisième République, fils d'enseignant de la Troisième République, et un petit peu en rupture aussi avec la fois le capitalisme, etc. Il se un peu tout ça. Est-ce que justement, pour Chevènement, c'était aussi dans son programme économique, est-ce qu'il avait porté aussi des intentions, des notions de la tradition curieuse? Alors il y a chez Chevènement. Alors, je me suis beaucoup intéressé à Chevènement, ministre de l'Industrie, ministre de la Recherche, ministre de l'Industrie, quand on avait organisé le colloque avec mon copain Renaud. Colloque où Chevènement était venu, il nous avait reçus en amont pour des entretiens, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, une anecdote. Dans le bureau de Chevènement à Paris, la première fois que j'y suis allé, je m'attendais à voir un buste de Jaurès, un truc comme ça. Il y a 3 photos dans son bureau. Il y a De Gaulle, Clemenceau et Philippe Séguin. De Gaulle, Clemenceau, Lyon Belfort, j'ai oublié le nom de Belfort, mais et je pense que il ne faut pas se cacher le fait que Chevènement a toujours été marginal, minoritaire à gauche. Il a toujours été, le CRS c'était quand même un truc minoritaire, les courants les motions qu'il défendait ensuite lors des congrès du PS étaient des motions minoritaires. Par contre, il a l'immense avantage, Chevènement, de mettre, plutôt que les autres à gauche, le nom sur la chose. Je pourrais vous citer des textes de 83, quand il est ministre de l'Industrie, où au moment où la déconfiture de la construction mécanique, de la machine-outil, de l'informatique s'accélère, il dit en gros, on court droit à la catastrophe, parce qu'un pays qui se désindustrialise, comme nous on est en train de le faire, est un pays qui meurt, alors qu'à gauche, ses petits camarades lui disent « Mais t'inquiète pas Jean-Pierre, il y a la société post-industrielle tertiaire,
On va tous faire de la R&D et c'est pas grave si la production part en Asie ou en Afrique du Nord ou que sais-je encore, on aura la R&D, etc. Parenthèse, les Chinois, ils ont 15 ans d'avance sur l'automobile maintenant. Du coup, on va mourir aussi. Mais Chevènement, pour moi, il a des conceptions en matière de politique industrielle qui le rapprochent énormément de choses qu'aurait pu défendre Pompidou ou de conceptions sur la croissance et la productivité qui étaient défendues par un Fourassier de ses essais économiques grand public. Et d'ailleurs, beaucoup de grands patrons, un peu en fin de course là maintenant, parce qu'ils sont tous soit très vieux, soit ont toujours beaucoup travaillé avec Chevènement sur ces questions-là. Regardez l'ancien président de Peugeot, ADS, SNCF, là, comment il s'appelait, un grand chauve. Non, Carlos Ghosn, c'était Renault. Non plus. Avant, il avait été directeur général de l'industrie quand Chevènement était ministre. Je sais plus. 50 ans, on perd les noms. Bref, il y a beaucoup de grands patrons qui sont encore aujourd'hui derrière Chevènement et qui l'ont accompagné dans son parcours politique, considérant qu'il diagnostiquait de manière très très juste la déliquescence industrielle du pays et essayait justement de mettre en place des politiques mobilisatrices à grande échelle, ce qui faisait de lui quand même quelqu'un un peu à part à gauche, si on veut considérer que Chevènement est gauche. En plus, qui était Jean-Pierre Chevènement, qui était contre le tournant de la rigueur aussi, qui avait, mais pour des raisons peut-être plus de souveraineté industrielle. Alors, le tournant de la rigueur, c'est, comment dire, je vous renvoie à l'excellente biographie de Mauroy par Pierre-Emmanuel Guigaud, qui est parue l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a un chapitre qui s'appelle « Conduire sur les routes verglacées », que je vous conseille de lire sur cette période-là. D'où vient l'expression c'est ce que dit Mauroy à Mitterrand, quand Mitterrand aurait souhaité qu'il applique l'autre politique. Vous savez, cette politique conseillée par les visiteurs du soir, dont Fabius faisait partie, puis quelques autres, qui aurait consisté à sortir du système monétaire européen, à dévaluer, pour essayer de redonner un coup de boost à notre industrie. Et donc Mauroy lui dit, moi, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas conduire sur les routes verglacées, donc si c'est ça que vous voulez faire, je démissionne et vous trouverez un autre ministre. Et donc, Pierre-Emmanuel montre bien que ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, c'est quand même un raccourci un peu inexact pour définir ce qui se passe, effectivement. D'une part, parce qu'au sein du Parti Socialiste, depuis la fin des années 70, vous avez tout un tas d'experts, de cadres, qui se sont déjà très largement affranchis de la rigueur, de l'orthodoxie marxiste, malgré tout très présente dans le programme commun, parce qu'il faut bien se gauchiser pour être élu, mais qui, dans les faits, sont déjà ralliés à une espèce de politique qui se veut davantage une politique comme Mendès ou comme Blum l'ont pratiqué, d'une part. Et d'autre part, il montre bien, Pierre-Emmanuel, que Mauroy est tout à fait attentif au monde de l'entreprise, dans ses discours d'investiture, il dit qu'il ne touchera pas un certain nombre de choses. Donc il ne faut pas fantasmer ce tournant de la rigueur. Ce tournant de la rigueur, il est souvent fantasmé par ceux que Mitterrand n'a pas écoutés. Chevènement, il va plus loin, il parle des îles de Mars. Les îles de Mars, dans l'histoire. Pardon, je reviens à l'histoire romaine cette fois. C'est quoi les îles de Mars? C'est l'assassinat de César. C'est l'assassinat de César. Donc, sous-entendu, les îles de Mars, ses conseils, c'est lui qui n'ont pas été écoutés, Chevènement en 83. Parce qu'en fait, les socialistes, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont là pour mener une politique raisonnable. Donc,
il faut pas fantasmer ce tournant d'Arga. Il y a eu un numéro de 20e siècle revue d'histoire dirigé par Laure Noël-Corps et Florence Descamps, que vous trouvez sur Cannes Percé, où il y a également des articles qui vous aideront à mieux comprendre ce tournant d'Arga.